Merci Nico. Je voudrais commencer par remercier Ina et Serge pour votre gentille invitation à ce colloque où j'ai appris énormément en rencontrant de nouveaux collègues et où j'ai pu écouter de nouvelles perspectives sur les questions que nous nous posons sur la région, sur le Pacifique, sur le sujet du genre. Je voudrais rapidement remercier toute l'équipe de l'ICEP pour leur assistance si généreuse et qui ont rendu les choses si faciles pour nous en tant que non-francophones. Nous vous promettons que si nous revenons, nous ferons mieux la prochaine fois, nous essaierons de parler français. Et nous souhaitons remercier également Yasmina, Louis-Marie tout particulièrement, Pierre, André, et les autres membres du département informatique qui nous ont beaucoup aidés, et Olivier qui n'est pas dans la salle avec nous, mais qui a fait montre d'un grand professionnalisme au cours de ces 3 jours. Donc, ma présentation se concentre sur, comme vous pouvez le deviner à partir du titre, sur les relations entre la foi et la paix, comment c'est articulé par les activistes féminines dans les îles du Pacifique. Je pense que c'est un thème très important pour nous. Et dans la présentation aujourd'hui, j'examine 2 sites en intersection de cette activité politique. La première, c'est les efforts basés sur la foi des femmes pour construire la paix dans les relations communautaires et pour résister à la violence communautaire à Fidji, et les efforts basés sur la foi pour construire la paix dans la région du Pacifique, et comment la défense basée sur la foi est utilisée par les femmes pour construire un mouvement de résistance. Sur le problème sur lequel je me concentre, c'est les tests nucléaires dans la région. Donc, pour présenter mes idées dans ce forum, je suis très consciente de la façon dont j'utilise la catégorie femmes, surtout avec l'attention que nous portons au cours des derniers jours sur les relations entre la langue, les pratiques et les possibilités quand nous collons une étiquette au genre. Donc, je souhaite établir ici que je suis très attentive à toutes les discussions qui ont eu lieu ici au cours des derniers jours et aux complexités qui appartiennent à ces questions. Donc, j'utilise le terme « femme » en tant que catégorie politique. Et je me concentre particulièrement sur les façons dont la foi et la politique sont liées dans l'activisme pour la paix des femmes à Fidji. Mais je voudrais commencer d'abord rapidement en situant cette recherche dans un débat plus large qui, dans mon champ de recherche, dans les relations internationales, la politique internationale. Je voudrais situer cette discussion dans un débat qui se concentre sur la question de la sécurité des femmes en termes global. Dans cette diapo, il y a des images des figures clés qui mènent ce débat, des États-Unis, des universitaires des États-Unis, des gens du département d'État américain. Et j'essaye d'attirer votre attention sur cette question de la contribution que les femmes apportent à la sécurité globale. Donc la femme en bas de la diapo, j'espère que vous la voyez. C'est Melanie Verveer qui a été nommée en tant qu'ambassadrice globale des États-Unis pour les femmes. Et elle a écrit sur l'importance de la participation des femmes à la construction de la paix. Et ça fait écho au travail antérieur de gens comme Sarah Raddick et d'autres qui ont articulé un lien très fort entre le maternalisme féminin et leur capacité à construire la paix. Alors, ce qui est encore plus spectaculaire, peut-être, c'est l'intervention récente dans ce débat par des spécialistes américains comme Valerie Hudson et Marie Caprioli, qui disent que les societies qui défendent les droits des femmes, les sociétés qui défendent les droits des femmes, sont plus paisibles
que les sociétés qui tolèrent la subordination des femmes. Donc ici, nous allons nous concentrer sur non pas ce que les femmes peuvent faire pour la paix, mais leur position dans leur société, et ensuite comment cela peut être indicatif de la paisibilité de ces sociétés. Donc l'argument se concentre sur les problèmes sociaux qui sont indiqués par une haute tolérance d'inégalités genrées, ou ce que Hudson et ses partisanes décrivent comme un écart entre les genres. Et donc la tolérance pour des formes plus généralisées d'intolérance et de violence, que cet écart entre les genres encourage. Donc Hudson et ses co-auteurs défendent ce point de vue de la façon suivante. Donc là, je cite Valérie Hudson. Si la violence domestique est normale dans la résolution des conflits familiaux dans une société, alors cette société va plus probablement utiliser la violence pour résoudre les conflits. Donc être impliquée dans le militarisme et la guerre, alors qu'une société, plutôt qu'une société avec des niveaux de violence domestique plus bas. Donc les partisans de cette position théorique ont tellement confiance dans la corrélation entre l'insécurité genrée et l'insécurité d'État qu'ils défendent une capacité prédictive pour ce scénario, en disant que la meilleure prévision de paix pour un État, c'est la façon dont ces femmes sont traitées. Et donc ce qui explique cet écart genré, qui est la cause des problèmes. Donc Hudson et ses co-auteurs expliquent que c'est un produit de la culture. Et donc le concept de culture est évoqué ici comme moteur de violence en général, et un problème pour les femmes en particulier. Et donc on dit que les normes de violence culturelle diffusent à travers la religion, l'idéologie et la langue, en créant des stéréotypes. Et je cite, des femmes à l'esprit simple, incapables de contrôler leur propre corps et qui ne sont pas qualifiées pour des postes publics. Donc, en tant qu'universitaire féministe, je célèbre tous les efforts qui sont faits pour attirer l'attention sur le statut global des femmes. Mais cette construction de relations causales entre la discrimination genrée et le conflit est profondément problématique, à mon avis, car cela ignore le fait que les normes de discrimination genrée et les pratiques vont plutôt être enflammées par le conflit, aggravées par le conflit, et c'est un symptôme plutôt qu'une cause de la guerre et de la violence. Et de la même façon, la vue des femmes non occidentales comme étant emprisonnées par la culture est problématique et a longtemps été défiée par les féministes qui ont dénoncé l'hégémonie que ça a encouragé. Mais alors, encore plus important, cette analyse ignore la façon dont les femmes qui construisent la paix trouvent dans leur propre culture et dans leur foi la motivation de résister à la violence et l'insécurité et des sources de légitimation sociopolitique plus larges quand elles entreprennent cette activité. Donc c'est quelque chose que mon travail à Fidji m'a enseigné. Et donc je me concentre particulièrement aujourd'hui sur la place de la foi dans la politique de la construction de la paix dans le contexte du genre. Et donc je fais ce postulat. Je constate également que la foi peut être une source d'insécurité dans certaines parties des îles du Pacifique, et qu'on l'a invoqué pour légitimiser la violence faite aux femmes. Donc des discours de ce type peuvent alimenter la violence et ont certainement légitimisé des projets coloniaux de dépossession.
Mais dans cette région, quand on discute uniquement cela, on oublie des exemples très importants qui montrent où et comment la foi était une ressource vitale pour les femmes dans leur combat pour la paix, et ces femmes qui résistent à la violence dans un contexte interrégional et communautaire. Donc, dans la version plus longue de cette présentation, il y a également une section sur la façon dont les activistes féminines utilisent ces discours basés sur la foi, ces stratégies basées sur la foi pour résister à la violence domestique, à la violence dans le contexte familial. Et je voudrais en particulier insister sur le point que les femmes croyantes sont souvent très engagées dans une transformation des politiques de la paix, et que c'est insultant d'imaginer qu'elles ont des œillères par rapport à ces possibilités, par des normes restrictives qui seraient d'origine religieuse. Donc moi je parle de la foi dans ce contexte parce que je ne parle pas uniquement de la chrétienté. À Fidji, il y a une population indienne très importante. Donc je vais tirer des exemples du travail fait par les femmes musulmanes à Fidji. Donc permettez-moi maintenant de me tourner vers quelque chose de plus empirique pour discuter de ces idées. En 2002, donc cette partie de ma dissertation parle des divisions communautaires à Fidji. En 2002, j'ai travaillé avec un groupe de féministes, de théologiennes féministes, liées à un collège. Elles s'appelaient le groupe des tresseuses. Et je leur ai demandé comment une résistance à la violence basée sur la foi peut prendre forme. Et donc les gens avec qui j'ai parlé ont discuté des notions de la personne chrétienne, l'idée que la résistance à la violence était basée sur une notion d'humanité commune. Donc les chrétiens reconnaissent qu'ils appartiennent à une communauté morale globale. Donc ce qu'on a en commun, c'est notre humanité. Un des membres du groupe m'a dit c'est quelque chose qui rend impossible le fait de répondre passivement à la violence domestique dans la communauté et dans la région. Donc, dans mon travail sur le combat pour la paix des femmes, j'ai trouvé cette idée répliquée dans une grande variété de contextes. Quand j'ai commencé ces recherches, 18 mois plus tôt... Ah, pardon, j'ai un petit problème avec mon texte. Donc, quand j'ai commencé ces recherches, les communautés de Fidji étaient encore en train de récupérer de l'impact du coup d'État civil qui s'était produit 18 mois plus tôt. Donc, un événement qui a eu pour résultat des violences civiles très importantes qui ont laissé un héritage de peur et de méfiance entre la communauté indigène de Fidji et la communauté indienne. Donc je vais vous montrer là des images de ce coup d'État donc c'est des images très masculinisées de violence. Des images qui circulaient dans les médias régionaux à l'époque. Depuis 1987, la religion est utilisée pour alimenter un sentiment anti-indien à Fidji, avec des leaders religieux chrétiens qui associaient les pratiques religieuses hindoues à celles de païens. Donc les références à la religion n'ont pas seulement été utilisées pour alimenter les tensions et la suspicion entre les communautés. Il y a également eu des efforts basés sur la paix, sur la foi, pour faire un lien entre les communautés à Fidji. Donc ce que je vous montre, c'est une découverte récente de ce tableau que j'ai découvert dans mon dernier voyage à Fidji cette année. C'est une fresque et non pas un tableau, peinte dans les années 60 par un artiste français, Jean Chalot, qui a beaucoup travaillé à Hawaï également. Mais il a fait ce travail pour une petite église catholique qui est sur une colline qui domine le village de Nasalangi, sur la côte nord de l'île principale de Fidji, Viti Levu. Donc la fresque est un petit peu oubliée dans le Fidji d'aujourd'hui, et quand on y pense, c'est parce que
Elle montre un Christ noir ou un Christ fidjien sur une étoffe de tapa. Donc je vous la montre aujourd'hui pour une autre raison. Quand je l'ai découverte récemment, j'étais vraiment frappé par la représentation des Indo-Fidjiens dans ce travail. Donc sur la gauche de la fresque, on voit une femme qui porte un sari et qui porte des fleurs. Il y a également un homme qui conduit une charrue tirée par des bœufs sur la gauche. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et je me suis demandé à quel point cette inclusion d'Indiens dans cette représentation chrétienne dans une église catholique lançait un défi à l'environnement politique actuel de méfiance raciste. Et donc en regardant cette fresque, il me semble qu'à la fin des années 60, Shalhoub avait créé une image de sensibilité interfoi qui est particulièrement parlante par rapport à l'environnement politique de Fidji qui s'est développé plus tard, où les différences raciales sont si soulignées et tellement politisées. Donc la fresque de Shalhoub a peut-être été un peu oubliée par les Fidjiens d'aujourd'hui, mais elle montre que cette sensibilité interfoi liée à la notion d'humanité commune, que ça perdure. Donc c'est particulièrement évident dans la façon dont les activistes féminines pour la paix ont répondu à la violence communautaire qui avait été déclenchée par le coup d'État. Et par exemple, quand la nouvelle du coup d'État a été répandue en 2002, les femmes des communautés de foi se sont rassemblées pour une veillée à la cathédrale anglicane de la Sainte Trinité, habillées en noir. Ces femmes qui sont venues à la veillée déploraient la violence qui s'étendait sur la nation et ont exprimé l'espoir qu'une résolution paisible pourrait être négociée. Mais donc cette veillée à l'église est devenue un site privilégié pour les femmes dans leur contestation de la violence qui avait été déclenchée. Donc ce n'est pas seulement un site de résistance chrétienne, car le coordinateur de la Ligue musulmane des femmes à Fidji était également membre du conseil organisateur de ces veillées pour la paix. Elle m'a expliqué que l'importance personnelle de cet événement pour elle dans une période où sa communauté musulmane donc, se sentait très vulnérable. Et donc elle a dit, je cite, « Tout le monde, le chaos était généralisé. On sentait que n'importe quoi pouvait arriver à n'importe quel moment. Les militaires étaient partout et des armes partout dans la rue. » Donc les gens sentaient que leur maison pouvait être attaquée ou sous pression n'importe quand. Et la prière nous a permis aux femmes de se rassembler au même endroit et de prier pour la paix. La question, c'était donc la prière, la création de réseaux et la création d'un mouvement. Fin de la citation. Donc cette veillée des femmes a eu lieu de façon mensuelle et continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Je l'ai vu lors de mon dernier voyage. C'est devenu un site important pour l'activité de la société civile qui défend un retour à la démocratie. Quand j'ai parlé à Nisha Baksh, donc qui est directrice de la Ligue des femmes musulmanes à Fidji, à propos du communautarisme, les perceptions de la sécurité et la place des femmes dans le côté islamique de Fidji, j'ai trouvé que ces mots faisaient écho aux idées des féministes, des théologiennes féministes chrétiennes, ce qu'elles avaient dit sur le fait que la foi produit la base d'une expérience humaine commune sur laquelle on peut établir une sécurité plus généralisée. Elle a identifié des traditions communes entre l'islam et la chrétienté, la pratique de porter le voile, par exemple, dont elle dit qu'elle faisait partie de la tradition chrétienne dans des temps plus anciens. Donc elle parlait également en disant « Tu sais, c'est drôle, souvent je conduis, je passe à travers un village et les gens m'appellent « Hé, ma sœur !» parce qu'ils me prennent pour une nonne et ils ne voient pas la différence.
Et pendant nos discussions, Nisha voulait vraiment insister et défier les idées populaires sur la nature discriminatoire, genrée de l'islam. Elle disait qu'on parle d'égalité entre hommes et femmes tout le temps dans l'islam. Et je cite encore, « Dieu a choisi les hommes et les femmes pour être en partenariat. » Le Coran parle beaucoup des hommes et des femmes, pas seulement des hommes. Nisha a reçu son éducation dans une école méthodiste, où elle a lu la Bible. Elle a dit penser que l'histoire de Marie était beaucoup mieux traitée dans le Coran, de façon plus complète que dans la Bible. Et ça l'a toujours fait rire. Peut-être parce que ça lance un défi à la compréhension qu'on a généralement de l'islam comme une religion discriminatoire. Donc plusieurs mois après avoir eu cet entretien avec Nisha, la ministre de la condition féminine à Fidji s'est présentée devant le Parlement national à Fidji. Donc c'est une femme indigène de Fidji et a décrit les Indo-Fidjiens comme, et là je cite, des mauvaises herbes de la communauté. Et donc je suis revenu, j'ai pensé aux observations de Nisha sur à la foi, dans la façon dont elle est pratiquée à Fidji. Et elle voulait vraiment insister sur le fait qu'il y avait beaucoup plus en commun entre l'islam et la chrétienté que ce qui était reflété par ce type de rhétorique. Elle était vraiment troublée par les attaques qui visaient les lieux de culte, et en tout cas ceux de sa communauté, et la facilité avec laquelle les leaders politiques exploitaient les divisions ethniques pour leur propre politique. Mais sa sensibilité sur les différentes foi et ses efforts pour définir une humanité commune lui ont également permis de lancer un défi à ces politiques communautaires avec l'humour qui était tâchant dans une période aussi difficile. Et donc ça explique pourquoi la concentration des veillées pour la paix incluait plusieurs fois. Et c'est pourquoi ça a perduré bien après le coup d'État. Maintenant, je voudrais regarder autre chose. Et le travail qui a été fait par les activistes féminines de Fidji, en collaboration avec d'autres femmes de la région, en résistance au problème des tests nucléaires. Et donc nous savons que ça, c'est un problème qui est toujours présent aujourd'hui et que les communautés des îles du Pacifique ont toujours des problèmes d'impact sur la santé, l'environnement, du fait des tests nucléaires dans la région. Mais je vais remonter un petit peu dans le temps, quelques décennies auparavant. Les idées sur la foi et l'humanité commune ont également souligné les efforts des femmes de lancer un défi à l'insécurité, de défier, oui, les insécurités régionales qui menacent le bien-être des peuples insulaires du Pacifique. Donc je voudrais examiner ici deux exemples très courts. La résistance aux tests des armes nucléaires dans la région. Et puis si on pense aussi à la façon dont cela a créé un terreau très fertile pour affronter le nouveau défi de la montée des eaux et du réchauffement climatique dans le Pacifique. Les références à la foi chrétienne ont été une partie importante de la résistance aux tests nucléaires. À Fidji, les manifestations contre un Pacifique nucléarisé étaient menées par une branche locale dans les années 60 et 70, par une organisation qui se décrivait comme engagée dans la défense de la paix et d'un ordre mondial juste, assistée par les valeurs chrétiennes d'obéissance à Jésus et de l'amour de son prochain. Donc cet engagement pour la paix est associé donc aux efforts de l'organisation pour informer des dangers
des tests nucléaires et pour générer un soutien pour l'agenda antinucléaire, les rassemblements et le WCA, donc avec l'assistance du mouvement chrétien étudiant à Suva, au Fidji, sur la nouvelle université dans les années 60, a travaillé pour soutenir, également avec le soutien des églises catholiques et méthodistes. Donc, dès 1974, le Conseil pacifique des Églises a passé une série de résolutions à sa conférence annuelle pour faire opposition aux tests nucléaires et défendre l'importance de créer une zone sans nucléaire dans le Pacifique. Ça, c'est une photo que j'ai tirée des archives du WCA. Donc la dimension théologique de ce problème nucléaire ont ensuite été explorées plus avant dans un livre qui s'appelle « L'appel à un nouvel exode ». Et là, l'activiste fidjien antinucléaire et les membres du WCA, avec son co-auteur David Williams, pour dire que la relation intégrale divine entre Dieu, l'humanité et la nature était irrévocablement endommagée par les tests nucléaires dans la région. Dans cette publication, la cause antinucléaire était présentée comme une mission pour la paix, et les insulaires du Pacifique étaient encouragés à se voir eux-mêmes comme les leaders de ce mouvement et à résister à l'injustice de ces tests nucléaires. Donc l'acceptation de l'Église de ces tests a été dénoncée comme un crime inacceptable. Je cite encore, « Si les chrétiens ont perdu leur rôle comme bâtisseurs de paix, c'est parce qu'ils ont oublié qui ils sont et parce qu'eux-mêmes sont victimes des mensonges et des peurs perpétuées par les pouvoirs globaux qui se prennent pour des faux dieux, qui agissent comme de faux dieux. » Et donc, les gens qui font campagne contre le nucléaire ont accentué les notions chrétiennes de la personne, avec un engagement vers la paix, la justice, la protection de l'environnement, plutôt que la capacité matérielle des armes, et qui est associée à la sécurité dans le Pacifique. Dans des périodes plus contemporaines, cet engagement pour la sécurité de la région, établi autour des principes de sauvegarde de l'environnement, a trouvé une analogie dans la critique du développement global par les églises du Pacifique et ses implications pour le réchauffement climatique pour les îles de la région, et donc la menace de la montée des eaux. Donc le Conseil pacifique des Églises lance un défi aux conceptions libérales de la personne qui, je cite ici, un maximisateur de biens matériels et le total de ses désirs. Et donc le Conseil des Églises du Pacifique, ce communiqué de presse dit ces idées sont inadéquats pour arriver à un niveau de paix souhaité par les gens du Pacifique. Et je vois cette notion de sauvegarde de l'environnement qui était vraiment au cœur de cette époque d'activisme antinucléaire pour former cette deuxième vague d'activisme environnemental et basé sur la foi. Et un défi donc au bouleversement climatique. Donc j'espère avoir montré que, alors que la religion est utilisée pour valider la violence raciale ou coloniale, à partir de sources coloniales des îles du Pacifique, les activistes féminines voient dans leur foi énormément de ressources qui peuvent être mobilisées pour lancer un défi à tout ça. Mais avant de romanticiser ce scénario, je voudrais terminer sur une note de méfiance un petit peu, de précaution. Pour beaucoup de femmes à Fidji, elles déplorent également le statut secondaire des femmes dans l'Église.
Et comme une intellectuelle fidjienne l'a décrit, le fait que, je cite, « Les femmes du Pacifique balayent le sol de l'Église mais ne parlent jamais en chair ». Donc on peut regarder ces défis pour la discrimination raciale ou le pouvoir géopolitique comme étant promus, comme ayant une correspondance avec les valeurs des îles du Pacifique. On doit également comprendre que ces valeurs et ces systèmes de croyances façonnent l'espace public pour les activistes féminines. Donc ces stratégies sont créatives, comme Margaret Joly l'a dit, mais ça n'efface pas les normes patriarcales et les pratiques qui sont également étroitement associées aux pratiques religieuses. Donc, est-ce que c'est un problème pour la transformation de ce genre de mouvement? C'est une question que Sally Murray pose dans ses écrits sur les droits de l'homme, la façon dont les valeurs des droits de l'homme sont traduites dans un contexte local. Et c'est une question sur laquelle j'ai discuté avec les femmes, les activistes à Fidji. Et elles se posent elles-mêmes régulièrement ce genre de questions. Est-ce qu'elles abandonnent trop de territoire, particulièrement dans un contexte politique, où la religion et l'ethno-nationalisme sont très étroitement liés. Et elles abandonnent trop de territoire en invoquant des normes culturelles, socio-religieuses qui sont très importantes pour les nationalistes indigènes. Donc juste pour vous donner quelques exemples, cette association d'ethno-nationalisme, discours politique et discours religieux, en 1987, un geste très célèbre à Fidji, où les Fidjiens utilisaient le sabbat pour donner des coups de pied dans un ballon ou dans leurs femmes. Et donc une illustration vraiment malheureuse qui signale l'importance du rugby à Fidji également. Donc, sous le gouvernement militaire actuel, qui cherche à restreindre le profil politique de l'Église méthodiste de Fidji, qui est la plus importante du pays, bien que je sais que ce n'est pas vraiment représentatif des femmes qui, à Fidji, vivent avec un gouvernement très militarisé. Vu sous cet angle, les défenseurs du droit des femmes peuvent augmenter leur pouvoir politique à un certain niveau, mais ces stratégies peuvent également refléter des courants sous-jacents qui façonnent et restreignent les organisations civiles de Fidji. Alors, comment résoudre cette tension dans mon travail? J'y ai pensé pendant très longtemps et je suis convaincu que le potentiel pour une politique transformationnelle demeure même quand ce type de restriction est reconnu. Donc, pour ce que j'ai décrit comme une agence englobante, pour développer une idée développée par Margaret Joly dans les années 80 et ensuite dans les années 2000, pour capturer l'idée que le rôle des femmes est façonné par la culture et la religion à Fidji, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des idées de politique transformationnelle. Et je suis assez confiante que c'est en train de se produire à Fidji quand les femmes parlent de la sécurité dans une langue qui tire également beaucoup de leur pratique basée sur la foi.